Bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes en direct et nous sommes le jeudi 7 avril et c'est le numéro 150 de 60 minutes pour comprendre. Et j'aimerais à cette occasion vous remercier de votre fidélité, à vous téléspectateurs qui réagissez comme vous pouvez le faire encore ce soir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Vous le savez, vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté d'être avec moi ce soir. Karim Haji, vous êtes directeur général de la Bourse de Casablanca. Abdelkader Boukhris, vous êtes président de la commission fiscalité à la CGEM. Et Amin Benkiren, vous êtes directeur général de l'enseigne d'ameublement Kitea. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Mardi dernier a été donné le coup d'envoi du programme Elite, fruit d'un partenariat entre la Bourse de Casablanca et celle de Londres, le London Stock Exchange. Ce programme permet aux PME marocaines une assistance et un accompagnement afin de stimuler leur croissance à travers des accès à des opportunités de financement à long terme. Elite fait partie d'autres initiatives publiques, privées, dont le but est de soutenir les PME moteurs de la croissance dans notre pays. L'occasion pour nous de revenir ce soir sur les détails de ces mécanismes et sur le rapport concret. En quoi consiste ce programme Elite? Qui en bénéficie? Quelles sont les institutions publiques et privées d'aide aux PME? Quels sont les problèmes rencontrés par ces entreprises? Comment y remédier? Quel rôle de la bourse vis-à-vis de la PME? Aide aux PME? Quel mécanisme? C'est le titre de l'émission de ce soir. Elite, un programme ambitieux au profit des PME marocaines. Il compte booster les petites et moyennes entreprises, mais aussi leur garantir un meilleur accès au marché financier. La Bourse de Casablanca a donné le coup d'envoi du programme lundi dernier. À l'issue d'un travail de prospection, une douzaine d'entreprises marocaines ont été sélectionnées pour la première phase. Elles seront suivies et conseillées jusqu'à leur introduction en bourse et pourquoi pas leur ouverture à l'international. Ces entreprises devraient bénéficier de 2 ans de formation pour répondre aux meilleures normes d'organisation, de gouvernance et de transparence. Pour booster les PME, le Maroc multiplie les initiatives. L'Agence nationale pour la promotion de la PME s'est tracé une feuille de route 2015-2020. 5 programmes ciblent 5 catégories. Les auto-entrepreneurs, les très petites et moyennes entreprises et les entreprises à fort rendement. Maroc PME a opté pour la numérisation des services et le renforcement des partenariats. Le cadre contractuel État Maroc PME 2015-2020 ambitionne de créer des postes d'emploi et de promouvoir l'initiative. En janvier 2016, une rencontre a réuni Banque Al Maghrib, la CGEM, le groupement professionnel des banques du Maroc, la Caisse centrale de garantie et Maroc PME. Ils ont décidé de former une commission. Elle devrait proposer un plan d'action et des mesures concrètes pour soutenir le financement des entreprises en général et des TPME en particulier. Bien, messieurs, les PME, c'est dans notre économie marocaine un sujet, leur accompagnement, leur financement, leur développement. On sait qu'elles constituent plus de 90% du tissu économique marocain et la problématique est posée très souvent et on en parle de manière régulière sur ce plateau. Nous avions hier Zakaria Fahim de Hub Africa qui est en cours aujourd'hui et qui justement fait partie de ces initiatives qui permettent d'accompagner les PME et l'innovation dont on a tant besoin. Ça nous permettra aujourd'hui, Karim Haji, de parler de la bourse et d'essayer de comprendre ses fonctionnements. Mais avant, parlons de cette actualité. Mardi, un programme Elite a été lancé. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais bourse, PME, est-ce que finalement ça va ensemble? Alors ce programme Elite, on en a eu un petit aperçu. En quoi il consiste? Mais écoutez, c'est un programme qui a été initialement développé par la bourse italienne il y a exactement 4 ans. Parce qu'ils se sont rendus compte que les efforts de prospection vis-à-vis des PME ne portaient pas leurs fruits, qu'il fallait un accompagnement pour les PME. Et donc, ils ont créé ce programme qui est un programme en 3 phases. La première phase, c'est une phase de préparation des PME vers le marché des capitaux. C'est une phase au cours de laquelle les PME vont être exposées à tous les outils nécessaires pour se préparer à passer à la seconde phase, qui est une phase d'accompagnement par un écosystème. Alors, nous avons procédé, nous avons totalement adapté au marché marocain les modules de formation que nous allons dispenser. Ce sont des modules qui ont été
arrêter une fois qu'on a recueilli les attentes des différentes PME. Donc, cette première phase se déroule sur 1 an. Après cette phase, on passe à un écosystème qui s'appelle Elite, qui est sur une plateforme un peu comme un réseau social, qui est une plateforme collaborative où il y a des experts comptables, des banquiers d'affaires, des cabinets de conseil en stratégie, et j'en oublie. Enfin, il y a tout un écosystème autour des cabinets d'avocats qui accompagnent la PME, qui lui permettent d'affiner sa stratégie, son business plan, ce qu'on appelle equity story, entre guillemets, qui est l'histoire à raconter au marché des capitaux. Et là, elles sont prêtes à passer à la 3e phase, où elles vont pouvoir faire appel au marché des capitaux et lever les fonds dont elles ont besoin pour leur développement et pour créer de l'emploi. Parce que l'objectif de tout ça, c'est à un moment donné, justement, rentrer sur le marché des capitaux, donc ça veut dire s'introduire en bourse? Pas nécessairement. Le marché des capitaux de manière générale, pas forcément la bourse. C'est un programme, pour nous, qui est neutre au point de vue capital. C'est un programme qui permet à l'entreprise de choisir ensuite soit des investisseurs en capital investissement, soit de lever de la dette sur le marché, soit pourquoi pas de s'introduire en bourse. Mais la bourse ne pousse absolument pas à la consommation. Notre objectif, c'est vraiment d'aider les PME à se financer par le marché des capitaux. C'est Bourkhlis, une telle initiative aujourd'hui, et bon, bien sûr qu'elle est louable, on le comprend aisément, mais lorsqu'on parle de PME, on parle de quelle PME là? Parce que c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce qu'on est dans la TPE-PME, on est dans la petite PME, la grosse PME? Parce que même dans la PME, on a quand même on peut faire des distinctions. Si vous permettez, je pense que ce programme Elite vient aussi, si Hadji l'a dit, vient aussi après une étude qui a été faite. Oui, et donc cette étude qui a été menée par la Bourse de Casablanca, sur l'initiative de la Bourse de Casablanca, la PSB et Maroc PME, a démontré un certain nombre de freins. C'est des freins, effectivement, pour accéder à la bourse, mais en général des freins pour accéder au marché des capitaux. Et je pense qu'à partir de là, à partir de cette étude, comme la Bourse de Casablanca avait signé une convention avec London Stock Exchange, donc forcément, il y a eu cette initiative qui est louable. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la PME qui, aujourd'hui, le levier de croissance de notre tissu économique. C'est le plus gros employeur, parce que la PME aujourd'hui, elle emploie, je dirais, un nombre certain. Et malheureusement, on s'est aperçu que la PME, souvent, avait peut-être des visions qui ne sont pas les bonnes, et des perceptions qui ne sont pas les bonnes des marchés des capitaux. D'où là, pour nous, on a soutenu cette initiative de la Bourse de Casablanca au niveau de la CGM parce qu'on s'est aperçu que grâce à ce programme, on va pouvoir enlever certaines barrières. Parce que c'est toute une question de barrières. C'est une question de perception ou ce sont des barrières réelles? Alors, il y a des perceptions, il y a des effets de perception, il y a des barrières réelles. Les effets de perception, c'est qu'elles sont dues essentiellement à une méconnaissance. Aussi bien par les professionnels que par les PME. La deuxième chose, on a des barrières réelles qui sont issues de la gouvernance, qui sont issues des choses qui sont factuelles, parce que la PME marocaine est organisée sous forme d'entreprise familiale, souvent, et donc forcément, si Ben Kairan, ici présent, est un cas réel de l'entreprise marocaine familiale, et donc forcément, à un moment donné, l'entreprise a fait sa croissance sans peut-être répondre à certains critères d'éligibilité pour accéder au marché des capitaux. D'où ce programme qui va lui permettre de corriger le tir et surtout de lui permettre d'aller, comme il a dit ici Hadji, d'aller sur les réseaux, sur le réseau Elite pour voir et échanger avec d'autres PME, parce qu'il y a, il le dira, il y a au moins 300 ou 400 entreprises qui sont aujourd'hui dans le réseau, pour pouvoir échanger. Parce que la meilleure manière pour un chef d'entreprise, c'est d'échanger non pas avec son conseiller ou avec un investisseur, c'est d'échanger avec un autre chef d'entreprise pour qu'il puisse lui donner son ressenti et sa perception des choses. Je pense d'où l'intérêt pour nous, qui est très important, de ce programme Elite.
Alors, Sibin Khan, votre entreprise, justement, fait partie de cette première cohorte d'entreprises qui vont bénéficier de ce programme. Vous aviez besoin, à un moment donné, vous avez quand même une entreprise qui a eu une croissance intéressante depuis votre implantation au Maroc, et qui est un modèle maroco-marocain, inspiré. Et là, vous aviez besoin, aujourd'hui, d'un tel accompagnement. C'est ça, la question aussi, de savoir à quel moment, dans la vie de l'entreprise, on a besoin d'un tel accompagnement. Très bien, je voudrais d'abord exprimer ma joie pour Kitea, que nous ayons été choisis par ces instances financières pour faire partie de cette première cohorte. Ce que je voudrais dire, c'est que Kitea, en tant que PME en scène maroco-marocaine, a eu, grâce à Dieu, un certain développement depuis maintenant 23 ans. Il faut dire que nous n'avons pu nous développer que grâce au crédit bancaire, le crédit classique. Il ne faut pas oublier, il existe au Maroc et il sert beaucoup. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, du moins pour notre entreprise, nous sommes à un moment donné de l'entreprise où nous avons plus besoin que jamais de continuer notre développement. À un moment donné, l'entreprise marocaine a besoin d'aller encore plus loin, a besoin d'aller vers l'international, a besoin de se développer encore plus, dans son pays. En tout cas, c'est notre cas à nous. Et pour aller aussi loin, je dirais que le conflit, je dirais, du crédit classique, c'est les PME marocaines sont sous-capitalisées, les banques n'ont pas autant de facilité avec des entreprises peu capitalisées, et que les marchés de capitaux sont là pour venir aider. Donc à un moment donné, nous sommes nous-mêmes obligés d'aller vers chercher de nouvelles façons de financement, de nouveaux moyens de financement, et donc le marché des capitaux est là. Aujourd'hui, nous sommes heureux de faire partie donc de cette cohorte qui va nous accompagner pour aller optimiser, je dirais, cette recherche de nouveaux moyens de financement. Alors, il y aura des objectifs derrière ça qui seront chiffrés par rapport aux entreprises que vous allez accompagner. J'imagine qu'il y a un accompagnement, mais est-ce qu'il y a des contreparties de l'entreprise suite à l'adhésion au programme? Non, d'abord, c'est une adhésion volontaire, comme l'a dit c'est Amine. D'abord, je tiens à le remercier d'avoir rejoint la première cohorte élite. On est ravis d'avoir une entreprise aussi emblématique que Kitea au niveau d'élite, du programme élite. Et d'ailleurs, nous avons volontairement choisi des entreprises vraiment emblématiques, souvent leaders dans leur secteur, ce qui est le cas de Kitea, pour donner envie à d'autres entreprises de suivre, parce que c'est aussi l'objectif. En termes d'objectifs, chaque entreprise, je ne sais pas si vous avez assisté au lancement d'Elite, malheureusement. Voilà. Bien, chaque entreprise a des objectifs précis. Certaines souhaitent revoir peut-être la gouvernance dans le cadre d'une transmission du patrimoine à la nouvelle génération. D'autres sont intéressés principalement par le financement, les différents modes de financement. D'autres encore sont intéressés par la stratégie. Quelle stratégie je peux mettre en place pour répondre à un nouveau challenge, etc. Donc les objectifs sont vraiment très très différents, et l'idée c'est que les entreprises qui sont dans le programme élite partagent de manière totalement ouverte leurs problématiques, les défis auxquels ils font face, et qu'ensemble elles choisissent un cas. Par exemple, ça peut être le cas d'une entreprise qui a besoin de complètement revoir sa stratégie. Alors tout le groupe va travailler dessus, avec un coach qui va accompagner, qui va aider avec les outils, etc. Et c'est un cas pratique, c'est pas quelque chose de théorique. On va prendre la stratégie d'une entreprise, la décortiquer, et justement, on a choisi des entreprises qui ne sont pas concurrentes et qui ne sont pas dans une relation de fournisseur-client. Ce sont des entreprises qui sont dans des secteurs différents, donc elles peuvent échanger en toute quiétude, en toute transparence, et c'est l'idée. C'est une idée de partage, d'expérience, d'expertise, avec évidemment un accompagnement avec un intervenant professionnel qui lui-même a une certaine expérience à partager. L'idée étant de sortir de là avec vraiment une valeur ajoutée. Alors, vous nous l'avez dit, l'objectif ultime, ce n'est pas, je vous ai posé la question, ce n'est pas de rentrer en bourse, mais ça peut être également un objectif qui est fixé, parce que on a toujours
ce fantasme, hein, excusez-moi d'utiliser ce terme-là, mais pour beaucoup d'entreprises qui méconnaissent un peu les mécanismes de la bourse, on a toujours l'impression que la bourse c'est réservé aux grandes entreprises, aux grands groupes. Alors, ce projet qui est porté par la bourse, il l'a rappelé Sergi, n'est pas forcément, l'aboutissement n'est pas de rentrer à la bourse. Absolument. L'objectif recherché à travers ce programme, c'est, je dirais, c'est d'essayer de créer un certain éveil aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent avoir la possibilité demain d'aller, par exemple, vers le marché de la dette. Il peut aussi aller à travers cette expérience et ce programme, il pourrait aussi aller vers la restructuration. Parce que beaucoup d'expériences, en tout cas, moi je me suis un peu intéressé au programme Élite, dans d'autres pays, on s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fini, après les 2 ans, à faire des fusions, des acquisitions. Absolument. Donc, 70 sur les 320. Exactement, et donc je pense que c'est l'objectif recherché derrière. C'est pas forcément de les porter par la main pour aller à la bourse. Si ça doit se faire, tant mieux. Je dirais, Monsieur Haji serait comblé, puisque c'est pas mon objectif. Mais ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, l'objectif de Élite, c'est surtout de pouvoir permettre aux chefs d'entreprise de susciter aux chefs d'entreprise l'envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et comme il dit, s'il a des problématiques, de poser la problématique, de pouvoir échanger, partager et trouver des voies nouvelles, parce que on va parler de l'actualité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un ralentissement du crédit bancaire. Donc, et comme le disait à juste titre, on est au plus bas cette année. Hein. Un taux de croissance de 0,5%. C'est la première fois de l'histoire du royaume, puisque dans votre reportage, vous avez parlé d'une réunion qui s'est tenue entre la CGM et la Banque centrale et le GPBM. On s'est réunis au mois de janvier pour parler de cette problématique. Comme l'a rappelé Sybille Kerem, aujourd'hui, toute PME, quelle qu'elle soit, elle a besoin d'un financement. On ne peut pas aujourd'hui imaginer qu'on va faire de la croissance, qu'on va faire du développement, qu'on va aller faire de l'exportation sans avoir besoin de financement. Alors, si aujourd'hui, ce programme permettrait à des entreprises de dire, tiens, je peux aussi, on a aujourd'hui des fonds d'investissement qui sont à la recherche, aussi d'aller accompagner des entreprises marocaines. Mais nous en avons dans le programme Élite, d'ailleurs. Exactement, et on en avons dans le programme. Et donc, ça serait bien aujourd'hui de pouvoir matcher un peu le besoin par rapport des uns et des autres, par rapport aux besoins qui est aujourd'hui réel. Et je pense qu'aujourd'hui, pour nous, c'est un programme qui va nous permettre, parce qu'on compte beaucoup sur la PME, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, créatrice d'emplois. Et on a besoin, vous savez, le dernier rapport de Banque Le Maghreb a donné des chiffres qui sont quand même alarmants sur la création d'emplois au Maroc. On est aujourd'hui sur un train de 80 000 nets d'emplois créés par an, alors qu'on était sur un train de 170 000 il y a une dizaine ou il y a une quinzaine d'années. Et notre économie a besoin de 160 000 créations d'emplois par an, 160 000 créations, si on veut. Ça passera nécessairement par la PME. Voilà. Et ça passera principalement par la PME. Par l'entreprise, de manière générale. Voilà, l'entreprise en règle générale. Alors, j'ai une question de Khadija qui réagit sur Twitter. Pourquoi le partenariat, ça revient à ce que vous disiez, Sybille Kerem, par rapport au financement auquel vous avez fait appel, on prend le cas de votre entreprise, mais pourquoi le partenariat banque-PME au Maroc n'est pas au beau fixe? Alors ça, c'est bien sûr la question qui revient très souvent sur le tapis du financement des PME, vous l'avez dit, et la nécessité de trouver d'autres modes de financement. On pourra en parler, que ce soit le financement par la bourse, parce que c'en est un, le financement classique, le financement par de nouveaux modes comme le crowdfunding pour lequel nous n'avons pas encore de cadre juridique aujourd'hui, les business angels, les fonds d'investissement. Je reviens juste à la question que j'ai posée. Vous, par exemple, est-ce que la bourse, ça peut être aussi, en tant que PME marocaine, à un moment donné, un aboutissement, alors soit un aboutissement, soit un moyen de vous développer? Il est certain que la bourse est de toute façon un sujet qu'on se pose, je dirais, en tant qu'entreprise qui cherche un certain financement. La bourse se pose comme alternative. Mais ça reste, comme je disais tout à l'heure, les marchés des capitaux, les marchés financiers, c'est quand même une boîte noire pour l'entreprise marocaine. Déjà, oui, quand même. Ce n'est pas... oui, la perception, c'est la boîte noire. Je le dis pour exprimer... C'est pour ça qu'il est dans Élite. Je le dis pour un petit peu exprimer ce que peuvent penser certaines entreprises. Pour ma part, bon, j'ai eu la chance d'avoir précédé un petit peu
les choses et essayer de comprendre de par moi-même ce que peuvent amener les marchés de capitaux. Donc nous avons eu des expériences et tout ce qui s'ensuit. Ce que je veux dire, c'est que l'aspect moyen de financement est important, mais il n'y a pas que ça. La notion d'élite est d'abord un accompagnement pour pouvoir tirer le meilleur de ce financement ou, je dirais, de cette synergie qui peut se créer par l'ouverture d'une entreprise à une expertise haute pour créer de la fusion et attaquer de nouveaux marchés. Je parle dans le cas dans notre cas, nous avons une ambition certaine, nous avons ouvert 2 pays en Afrique, nous voulons aller encore plus loin, nous avons notre expertise en tant que distributeur de mobilier de bureau, mobilier de maison et accessoires, mais cette notion d'expertise, d'être conquérant sur un continent et aller attaquer plusieurs pays d'un coup, ce n'est pas inné dans une entreprise. Cet accompagnement peut apprendre et peut ouvrir beaucoup de formes de compréhension à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur de ses managers, pour pouvoir arriver à des standards de gestion internationaux qui peuvent emmener l'entreprise loin. Il ne faut pas oublier que l'entreprise marocaine se bat tous les jours. C'est-à-dire que le chemin n'est pas simple pour qu'une entreprise marocaine, pour une PME, puisse avancer. La PME marocaine est très peu accompagnée. Nous avons, ou du moins pas suffisamment accompagnée pour aller et en tirer le maximum et créer cette synergie pour qu'une entreprise puisse exploser. C'est vrai que ce genre d'initiative, ce genre d'accompagnement pourront, à mon sens, donner un vrai sens à cette entreprise marocaine qui a besoin d'accompagnement pour se développer convenablement. Alors, quel rôle la bourse a joué? Je reviens sur la bourse parce que c'est vrai que pour entrer en bourse, on sait qu'il y a des conditions, il faut avoir des conditions de transparence, de bonne gouvernance, de gestion. On met sur le tapis ses comptes, on doit payer ses impôts, et ça, on sait très bien qu'au niveau de la PME, est-ce qu'il y a un blocage finalement? Est-ce que par exemple aujourd'hui, on a au Maroc des PME, des grosses PME, qui seraient capables aujourd'hui d'aller se financer sur le marché boursier, mais qui ne le font pas parce que justement, elles ont besoin soit d'être accompagnées, soit d'être plus transparentes, soit d'avoir une meilleure gouvernance? Écoutez, ça fait 7 ans que nous démarchons tous les ans entre 150 et 250 entreprises. Et 200 entreprises, PME ou entreprises de taille importante. Et effectivement, nos efforts de démarchage n'ont pas porté leurs fruits. On doit se rendre à l'évidence, aller prospecter des PME ou d'autres entreprises pour les amener à la bourse sans une préparation. La dernière introduction en bourse date de quand? De début de l'année. Oui. Enfin, non, plutôt de l'année dernière. Effectivement, cette démarche n'était pas suffisante. C'est la raison pour laquelle, avec la CGM, avec Maroc PME, avec également l'ordre des experts comptables, les avocats également, nous avons organisé des ateliers de travail avec les PME pour identifier les freins, pour identifier les freins à l'introduction en bourse, au marché des capitaux de manière générale. Et à partir de là, nous avons mis en place des réponses appropriées. Et Elite est l'une des réponses, mais il y a également une autre réponse qui est le compartiment PME, parce que ces ateliers avaient également pour objectif de nous aider à déterminer les critères d'admission au compartiment croissance, au compartiment PME que la bourse va créer dans les mois qui viennent, Inch'Allah. Nous travaillons aujourd'hui de manière très rapprochée avec l'AMMC, avec la CGM, avec d'autres parties prenantes, pour arrêter les paramètres du compartiment PME, pour que ce soit plus souple que le compartiment actuel, et qu'en même temps, ça permette aux PME de s'y retrouver. Il faut quand même ne pas trop réduire les exigences en termes de reporting, etc. Il faut quand même un minimum. On ne peut pas... C'est bon, c'est vrai que parce qu'il y a une culture quand même aussi. Hein, moi, je pense culture de la PME. Je pense que votre question sur pourquoi les entreprises ne vont pas vers la bourse ne vient pas que de la PME elle-même. Je pense qu'il n'y a pas que des freins inhérents à l'entreprise. C'est vrai, il y a des freins, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que l'organisation ne s'y prête pas, elle n'est pas éligible, ils n'ont pas souvent de stratégie définie, ils n'ont pas souvent des business plans, de la visibilité.
Mais il y a aussi, c'est qu'ils sont aussi mal accompagnés, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une méconnaissance de la bourse et de l'écosystème de la bourse. Quand Steven Kellen parle de boîte noire, j'imagine, alors qu'il est quand même au fait, que vous êtes quand même un chef d'entreprise au fait de ces mécanismes, j'imagine d'autres PME, de la perception qu'elles doivent avoir. Les ateliers qui sont tenus avec des professionnels qui sont censés être versés dans le marché financier, le marché des capitaux en général, eux-mêmes ont une méconnaissance parce que c'est pas tous les jours qu'on fait des introductions de bourse. Donc c'est pour ça qu'il faudrait, grâce à ces programmes-là, ça va permettre à une élite, donc et plutôt à un certain nombre de professionnels de pouvoir s'intéresser et de pouvoir être initiés, parce que pour qu'on puisse, nous, en tant que conseillers, amener nos clients, il faut que nous-mêmes on puisse maîtriser, cette boîte noire que Sylvie Keren appelle. Alors, il y a des professionnels qui la maîtrisent, mais malheureusement, il y a une méconnaissance, et c'est pour ça qu'il y a des deux côtés. Il y a aussi bien des freins du côté de l'entreprise, mais il y a aussi des freins du côté de l'environnement de l'entreprise, et donc forcément à un moment donné on fait comme l'a rappelé Steve Keren, on va à la banque, on s'adresse à la banque, voilà, sauf que la banque, il y a un petit essoufflement, aujourd'hui, mais il n'y a pas que, je pense qu'on ne le dit pas suffisamment, il n'y a pas que la banque, il n'y a pas que la dette, il y a aussi l'ouverture du capital, parce que aujourd'hui il y a des fonds aujourd'hui qui sont, ils ont sur la table un certain nombre de milliards. Je dirais, on a fait une étude il y a pas longtemps avec la MIC, donc l'association des investisseurs en capital, et on s'est aperçu que il y a une manne d'argent qui est là et qu'ils souhaitent la mettre au niveau des PME, mais qu'aujourd'hui, eux-mêmes n'ont pas suffisamment de visibilité. Donc, je pense que grâce un peu à ce programme, on va pouvoir rapprocher un peu les uns des autres et puis surtout permettre un peu de démystifier. Moi, je pense que la notion de boîte noire, je crois il faut démystifier un certain nombre de principes, parce qu'on a l'impression que c'est... D'ailleurs, nous avons des investisseurs en capital investissement, des fonds d'investissement qui ont rejoint le programme Elite en tant que partenaire. Non seulement ils ont rejoint le programme Elite en tant que partenaire, mais ils ont même amené des entreprises dans lesquelles eux ont investi. Ce qui est quand même un gage d'intérêt. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'ils se sont dit, en fait, le programme Elite fait le travail que nous sommes censés faire, et il nous aide à faire le travail qu'on doit faire avec les entreprises pour les accompagner vers le marché des capitaux, parce qu'il faut savoir que les fonds d'investissement, leur objectif, c'est quand même de sortir un jour. Un jour. Et dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions. Ils n'ont pas vocation à rester scotchés dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc leur objectif, c'est de sortir dans un horizon à moyen terme. Et la bourse est forcément une manière de sortir. Une sortie honorable. Voilà. En dehors je dirais, de ces réflexion, je dirais, de financier, je voudrais rappeler quand même que l'entreprise ou la PME marocaine est généralement le fruit de l'expérience d'une personne qui a réussi par rapport à une certaine expertise, par rapport à un certain métier ou par rapport... Généralement, c'est toujours un entrepreneur et c'est la force de cet entrepreneur qui fait que cette entreprise avance, qu'il apprend un métier, qu'il arrive à conquérir un marché ou autre chose. Cet entrepreneur n'est pas obligatoirement un financier. Cet entrepreneur est d'abord sa propre expertise. C'est ce qu'il sait faire valoir. Et donc par rapport à ça, le jour où il se met à parler avec des financiers, il arrive avec des langages qui n'est pas capable, je dirais, d'apprécier au premier degré de la même façon. Ce que j'ai voulu exprimer par boîte noire, il n'y a rien de péjoratif dans ça, mais c'est juste pour dire qu'il y a une incompréhension du monde financier avec l'entrepreneur marocain. L'entrepreneur, la petite PME marocaine ou la PME marocaine n'est pas obligatoirement une PME qui a baigné dans un monde financier et qui lui a permis d'apprendre et de prendre tous ses degrés, je dirais, de façon de faire avancer son business, que tout simplement ce sont des gens qui ont travaillé à bras-le-corps pour faire avancer leur entreprise, qui ont créé des marchés, qui se sont battus. Et c'est effectivement cette
qualité que peut avoir aujourd'hui, je le dis et j'en suis fier en tant que Marocain, de dire que le Marocain est un vrai entrepreneur. Le Marocain est quelqu'un qui a la force de se battre, de se réveiller tous les matins et de se battre contre tout, de se battre contre le marché, de se battre contre un certain nombre de freins logiques que nous vivons tous dans nos marchés, et passe donc son temps à développer son entreprise dans ce sens-là. Donc n'est pas obligatoirement dans un monde financier qui lui permet d'avancer pour pouvoir discuter, je dirais, à armes égales avec ce monde financier qui est en général pas aussi simple à comprendre pour un chef d'entreprise. On l'a bien compris. Je voudrais juste rajouter un point. On fait juste une pause, on revient juste après. Ça nous permettra de parler des freins auxquels doivent faire face les PME, les manières de les accompagner, la fiscalité, parce que ça en fait partie, vous allez nous en parler. À tout de suite. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. On parle du programme Élite, on parle de l'accompagnement des PME. C'est vrai qu'on a tout le temps tendance à parler de la création des PME, de nouvelles entreprises, d'accompagnement, mais il y a aussi ces entreprises qui existent et qui, à un moment donné, en leur permettant de croître, vont favoriser l'emploi. Est-ce qu'on s'intéresse suffisamment, je parle d'entreprises comme la vôtre, qui sont bien installées, mais qui, à un moment, arrivent à une taille critique et là, ont besoin vraiment de s'agrandir. Est-ce qu'on rate le coche avec beaucoup d'entreprises? Est-ce qu'on a un vivier aujourd'hui d'entreprises qui sont bien installées, qui ont prouvé qu'ils pouvaient croître, mais à un moment donné, ils arrivent à une taille critique, ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'ils ont besoin de financement? Je pense pas que ça soit qu'un besoin de financement. C'est pour ça que tout à l'heure, je voulais apporter un complément. On ne peut pas tout se focaliser sur le financement. Il y a aussi un problème réglementaire. Il faut qu'on en parle aussi, parce qu'un des freins qu'on avait identifié pour l'accès à la bourse ou l'accès au marché des capitaux, c'est la réglementation, qui est souvent trop rigide, qui souvent n'évolue pas, je dirais, rapidement comme notre économie, et on se retrouve à un moment en décalage entre une réglementation qui est rigide et qui est dépassée et une réalité du marché, et donc forcément on n'arrive pas à la dépasser. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire de faire un toilettage d'un certain nombre de textes, que ce soit au niveau de la réglementation, je dirais, des droits des sociétés, que ce soit en matière de la fiscalité, du Code général des impôts, que ce soit en matière du Code du travail, parce que tout cet arsenal, c'est ça la vie de l'entreprise, comme le disait Sibylle Kiren, c'est que quand vous vous levez le matin, vous devez faire votre business, mais avant de faire votre business, vous avez le financier, l'administratif qui vient vous voir en vous disant j'ai ça, je dois faire ça. Et donc toutes ces contraintes, tous ces freins, il faudrait qu'on les fasse évoluer. Alors, ceci étant, nous ne sommes pas les bras croisés, je dirais. Peut-être que si le gouvernement a d'autres choses à faire, nous, en tant qu'association professionnelle, en tant qu'à la CGM et d'autres associations professionnelles, on veille à faire évoluer les choses, sans compter que nous avons aujourd'hui mis en place, depuis l'avènement de ce gouvernement, nous avons mis en place une commission mixte entre le gouvernement et la CGM pour parler un peu du climat des affaires. Donc, et ce climat des affaires, c'est ce qui permet de mettre sur la table les freins, de mettre sur la table les péripéties des PME, aussi bien, quand je dis PME, c'est grandes, petites, moyennes et TPE, je dirais, tout le monde en met tout sur la table. Et malheureusement, nous, il faut le dire, nous sommes à la fin d'une législature, le bilan n'est pas très satisfaisant, nous le disons nous au niveau de la CGM, parce que la PME a été un peu le parent pauvre dans cette législative. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaye, nous on essaye un tout petit peu de faire pousser les choses. Malheureusement, c'est pas nous qui décidons, mais il faut dire que il faut qu'on donne un coup de main à cette PME. Le message est passé. Les freins au développement des PME, on regarde un sujet de Manal Erdari. Les petites et moyennes entreprises, un vecteur de dynamisme économique incontestable. Aujourd'hui, elles représentent 92% des membres de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Mais leurs difficultés sont nombreuses. En tête de liste, le financement. Selon des spécialistes, les PME manquent de moyens techniques et financiers. Quant au capital humain, il a besoin d'encadrement et de formation continue
sans oublier la fiscalité désavantageuse et la lourdeur administrative. En mars dernier, des acteurs économiques ont plaidé pour la simplification des procédures de financement des PME. C'était lors d'une table ronde organisée par la Chambre du commerce. Objectif de la rencontre, permettre aux entreprises d'accéder au financement nécessaire. Selon la CGEM, il faut renforcer la communication entre les banques et les PME clientes. Ces entreprises se tournent souvent vers le crédit bancaire et le capital investissement pour couvrir leurs besoins, et c'est à cause de l'insuffisance des ressources internes. D'après Banque Al Maghrib, la plupart des difficultés des entreprises sont liées au délai de paiement. Le risque est la faillite car les structures ont du mal à se financer. Alors, vous parliez de ce fameux climat des affaires qu'on a tendance à évoquer, surtout, on en parlait hier d'ailleurs sur ce plateau à l'occasion du Hub Africa, lorsqu'on évoque les investissements directs étrangers, mais ou l'attractivité qu'on peut avoir pour les investissements étrangers. Mais ils concernent essentiellement nos entreprises marocaines et notamment les PME. Ken Mhaji, vous réagissiez pendant le reportage, les délais de paiement, ça fait partie de ces freins qui sont aujourd'hui. Vous êtes une enseigne grand public, mais donc je pense pas que vous n'êtes pas concerné par ce genre de choses. Enfin, nous avons des grands comptes. Oui, vous avez des grands comptes. Oui, de la même façon. Et de la même façon, vous souffrez des délais de paiement. Non, mais c'est vrai. La trésorerie est toujours je dirais, une problématique au niveau des PME. Ce n'est pas parce qu'on est dans la grande distribution ou qu'on soit dans la problématique est la même. La gestion trésorerie est un travail journalier chez la PME. Donc, il est important, effectivement, de comprendre cela. Ces fameux délais de paiement, il y a une loi, qui, je ne sais pas si elle a été appliquée. Il n'est pas applicable malheureusement. Il n'est pas applicable. Donc la loi, pas réfléchie, la loi 3210 qui gère un peu cette problématique et qui a été portée par la CGM, malheureusement a eu une autre tournure une fois qu'elle était entre les mains de nos deux chambres. Et donc on s'est retrouvé avec une loi qui n'est pas applicable parce qu'elle ne tient pas compte de la réalité économique de ce pays. La deuxième chose, c'est que le bras de fer avec le gouvernement a porté essentiellement sur l'exclusion de l'État. Or nous, monsieur, nous n'avons pas de problème entre nous. Dans le secteur privé, on a des règles, il y a le code de commerce, et il y a les tribunaux de commerce qui gèrent, il y a des contrats. Mais nous, le gros problème, c'est qu'on a un problème avec l'État. Il y a quand même des problèmes interentreprises. Non, mais il y en a, mais c'est pas grave. Je dirais, ils peuvent être gérés par des moyens. Aujourd'hui, on a la médiation, l'arbitrage, les tribunaux. Mais aujourd'hui, cette loi, elle doit s'appliquer d'abord aux entreprises publiques, aux entreprises d'État. Parce que dans ce pays, c'est qui le premier investisseur? C'est l'État, c'est pas le secteur privé. C'est l'État qui est le plus gros investisseur. Quand on dit l'État et ses démembrements, c'est-à-dire aussi bien les offices, aussi bien les établissements publics, les sociétés anonymes portées par l'État. Donc c'est ces entreprises qui sont au cœur de notre dynamique économique. Mais malheureusement, il s'avère que ces entreprises ont probablement des difficultés par ailleurs, et ça se répercute sur leurs clients, qui sont les PME. On avait le cas de l'ONE, je dirais, c'est pas un secret. L'ONE, pendant très longtemps, avait un souci, et à chaque fois, il fallait injecter 500 millions de dirhams, 800 millions de dirhams, pour essayer de donner du souffle aux entreprises. Il y a des entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson parce qu'ils ne pouvaient plus faire face à leur endettement, parce qu'ils n'étaient pas payés. Donc, à partir de là, cette loi, on a dit qu'elle n'était pas applicable. Alors, malheureusement, la lenteur politique, parce que le calendrier politique, c'est pas nous qui le décidons, c'est eux qui le décident. Et le calendrier politique a fait que cette loi n'a pas été amendée dans les délais. On nous a promis, elle a été donc juste pour informer les téléspectateurs, cette loi a été aujourd'hui adoptée au niveau du Conseil de gouvernement il y a quelques jours. Elle va être introduite au niveau du Parlement pour être amendée et nous espérons qu'elle sortirait incessamment pour qu'elle soit applicable qu'elle soit en cohérence avec les réalités du marché. Mais aujourd'hui, juste pour parler sur ces délais de paiement inter-entreprises, est-ce que c'est possible de régler? Parce qu'on peut se poser cette question-là. C'est juste pour avancer sur ça. Une entreprise qui n'arrive pas à avoir le financement nécessaire va aller chercher le financement chez ses fournisseurs. Le problème est clair. Voilà. Donc on est dans un cercle vicieux. Vous me donnez pas de financement, je vais essayer d'allonger les délais chez mes fournisseurs. Mais en gros, il y a une limite à ce mécanisme. Et obligatoirement, la banque, c'est le fournisseur. Obligatoirement, ça crée des problèmes.
obligatoirement, ça va créer des problèmes. Il faut que l'entreprise puisse accéder à des financements à des taux relativement corrects pour qu'elle puisse payer elle-même d'autres entreprises et ainsi de suite. Et ainsi, l'économie peut tourner. Et une autre problématique qui est liée, c'est que malheureusement, nos PME, je dirais nos PME, pas toutes, mais certaines PME et la majorité sont sous-capitalisées. Il faut dire aussi les choses. Il y a une réalité aussi. Et donc forcément, à ce moment-là, il faut bien que quelqu'un comble cette sous-capitalisation. Il y a deux manières pour qu'elle soit capitalisée. Soit c'est l'entrepreneur lui-même qui met de l'argent de sa poche, soit il faut qu'il aille chercher par ailleurs. Maintenant, il y a des solutions sous d'autres cieux, il y a des fonds. Il faut que l'État mette aussi, dans un pays le plus libéral je dirais de la Terre, les États-Unis aujourd'hui, les PME, il y a un fonds, il y a une banque d'État, c'est elle qui vient d'abord donner un petit coup de pouce pour capitaliser, et ensuite les banques privées viennent pour donner une certaine dynamique. Mais on ne peut pas demander aux banques privées de venir, je dirais, se substituer aux chefs d'entreprise et à l'État. C'est pas possible. Donc je pense qu'il y a une réelle problématique qu'il faudrait qu'on essaye de dépasser, mais avec une contribution. Il faut que l'État aujourd'hui mette sur la place. On a la chance d'avoir aujourd'hui des fonds de garantie, parce que pendant très longtemps, on ne prêtait pas parce que il y avait des fonds développés par la CCG. Voilà, aujourd'hui, on a ce fonds de garantie qui est très très bien. Mais c'est pas suffisant. Je pense qu'on doit passer à la vitesse supérieure où on doit permettre à la PME d'être suffisamment capitalisée pour faire face quand il y a parce que dans le parcours d'une entreprise, il y a des accidents, il y a des incidents. S'il y a des impayés, s'il y a des retards de paiement, s'il y a des choses comme ça, il faut qu'elle ait les reins solides pour pouvoir faire face. Je voudrais ajouter par rapport à ce point-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait la possibilité pour payer moins d'impôts de pouvoir capitaliser et monter dans le C'était une magnifique formule pour que les entreprises et la PME puissent continuellement. Alors ça fait partie des incitations. fiscales. C'est une incitation fiscale qui permettait. On pouvait réinjecter, on va dire, une partie des bénéfices pour augmenter son capital et ça nous permettait de payer moins d'impôts. Exactement. Mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Depuis 2007, ça n'existe plus. Mais est-ce que ça avait donné ses fruits? Bien sûr, je pense. Bien sûr. Pourquoi on a enlevé ça? Pardon? Pourquoi on a enlevé ça? Parce que je pense qu'à l'époque, c'est ça c'est un autre problème, parce que la politique fiscale, malheureusement, aujourd'hui, elle fonctionne au gré des gouvernements. Or, nous n'avons pas le droit de laisser ce levier fiscal c'est juste entre les mains il faut qu'on crée aujourd'hui, en tout cas nous, on sait ce qu'on dit, il faut qu'on crée une espèce de Conseil national de la fiscalité qui puisse apprécier une politique fiscale par rapport, et qu'il puisse avoir une continuité. On ne peut pas venir donner une incitation cette année pendant 1 an ou 2 ou 3 et la changer. Donc je pense qu'on a besoin. Aujourd'hui, on a la chance, c'est qu'on a une direction générale des impôts qui est à l'écoute. Sincèrement, je profite. Ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Et donc on a une direction générale des impôts qui est à l'écoute et qui a fait beaucoup de choses sur la loi de finances de 2016 avec des mesures qu'on n'espérait jamais voir arriver, notamment le remboursement du crédit TVA en matière d'investissement, il y a beaucoup de choses qui sont venues. Il y a encore des choses à faire. Je ne dis pas qu'on a tout, on est arrivé, mais on a la chance d'avoir une direction générale des impôts. Sauf que la direction générale des impôts, c'est des technocrates. La décision revient au gouvernement et revient ensuite au législateur. Et donc, je pense qu'on a besoin d'une prise de conscience de par nos gouvernements et de par les législateurs, parce qu'on a aujourd'hui une PME qui a joué, je dirais, la transparence avec le technocrate, qui est la direction générale des impôts. On est en train de travailler sur la télédéclaration, le télépaiement. Donc tout ça, obligatoire en 2017, c'est de la transparence, je dirais, qui va permettre à la direction générale des impôts d'accéder à vos informations. Alors, c'est quand même bien, mais on a besoin aujourd'hui que la PME soit accompagnée et qu'on puisse lui donner vraiment un souffle. La stabilité fiscale ou pression fiscale, quel est le problème aujourd'hui? Est-ce que c'est un véritable frein au développement de la PME? Je ne vais pas dire une pression fiscale ou une stabilité fiscale. La fiscalité, c'est normal dans tous les pays du monde. Et ce que je considère personnellement, c'est que la fiscalité doit être un élément moteur de développement dans un pays.
C'est-à-dire que la fiscalité, si nous avons trop je dis n'importe quoi, si nous avons trop de telle industrie, nous allons essayer d'encourager à aller vers une autre industrie en essayant d'aider celle-ci par rapport à celle-là, plutôt que de laisser les Marocains continuer à investir dans une industrie qui est limitée ou quoi qu'il en soit. Je pense qu'il est tout à fait normal, tout pays, je dis, qui se dit moderne doit avoir une fiscalité moderne. Et je pense que nous avons les capacités, nous avons les techniques nécessaires, nous avons les compréhensions nécessaires dans notre pays pour pouvoir y arriver. Et je suis certain que la fiscalité pourrait être un élément moteur au niveau du développement de la PME au Maroc. Si Hadji, c'est vrai que la fiscalité, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles peut-être certaines entreprises rechignent à aller en bourse. On va dire les choses telles qu'elles sont. La nouvelle direction générale des impôts s'attaque à la fraude fiscale et peut-être la réduire avec justement la télédéclaration, plus de transparence, mais en essayant aussi à travers divers mécanismes comme l'auto-entrepreneuriat d'élargir l'assiette fiscale. Est-ce qu'on peut imaginer que cette transparence qui va être installée aujourd'hui, qui est de fait pour toutes les entreprises, on l'espère en tout cas, va insuffler finalement ce besoin de transparence que vous avez besoin à la bourse? Les entreprises cotées à la bourse de Casablanca contribuent 80% de l'IS. C'est un chiffre. C'est parlant quand même. Et ça, on nous le sert chaque année, ça n'a pas bougé. Les entreprises représentent 70%. Oui. Il faut aller jusqu'au bout. Non mais alors ça veut dire quoi? On le sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut élargir. Il faut élargir l'assiette fiscale. Il y a une concentration. Vous connaissez cette blague. Il y a un monsieur qui est sous un lampadaire qui cherche quelque chose. Un monsieur passe et lui dit « Mais vous cherchez quoi, monsieur ?» Il dit « Je cherche mes clés. » Et l'autre lui dit « Mais vous les avez perdues ici ?» Il lui dit « Non, mais c'est le seul endroit où il y a de la lumière. » Oui, d'accord. Donc c'est un peu cela. Le problème, il est un peu là. Mais effectivement, il y a une concentration. Il faut effectivement élargir l'assiette fiscale et réduire la pression fiscale sur les entreprises qui aujourd'hui... Parce qu'effectivement, quand vous additionnez tous les impôts que paie l'entreprise, entre l'IS, mais également la patente, mais aussi la TVA, tout le reste... L'IS, quand l'entreprise la paye, ça veut dire qu'elle est censée être bénéficiaire. La taxe professionnelle et la patente n'ont pas de sens. N'ont pas de sens, puisque c'est des impôts qui existaient avant que l'IS soit mis en place. Mais une fois qu'on a mis en place l'IS, la patente est un impôt qui n'avait pas de raison d'être. C'est que les pays... Il a été supprimé dans d'autres pays. Il a été supprimé. Et puis malheureusement, on n'a pas que les impôts qui sont issus du Code général des impôts. Si Bikeren parle aujourd'hui de la taxe à l'enseigne et puis d'autres taxes, ce qu'on appelle les taxes qui sont voilà, les taxes issues des collectivités locales. Voilà, taxes locales qui sont issues des collectivités locales. Et nous avons, lors des dernières assises de la fiscalité, nous avons mis le doigt sur ces choses-là. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est dommage parce qu'on a eu une occasion de rêve en 2013 pour faire les assises de la fiscalité. Et donc on a tracé un chemin. Sauf que ce chemin, malheureusement, n'a pas été, on n'a pas suivi cette voie. Et on a eu quelques mesures fiscales issues des recommandations des assises sur les lois, mais c'était pas, je dirais, il n'y avait pas suffisamment de courage pour qu'on puisse vraiment donner du résultat. Nous, à la bourse, nous sommes quelque part des accompagnateurs pour la transparence des entreprises, et donc nous contribuons directement à améliorer les recettes fiscales de l'État. Donc plus les entreprises vont vers la bourse, plus les recettes de l'État s'améliorent. Et donc, moi je poserai le problème de cette manière. Peut-être qu'il y a matière à réfléchir sur un encouragement des entreprises qui vont vers l'introduction en bourse, vers le marché des capitaux, à ne pas être inquiétés au niveau des exercices antérieurs. D'abord, il y a des incitations fiscales aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'être inquiété ou pas inquiété. C'est une question, moi, principalement, ce que je considère, c'est que nous sommes dans un marché où nous avons une partie, malheureusement, de notre économie qui est informelle, et on trouve d'autres personnes qui sont en train d'organiser le même métier et qui sont obligatoirement contraints à avoir toutes les pressions fiscales. Et il serait intéressant, je le dis, d'encourager les gens à se formaliser, d'encourager les gens à aller dans ce sens, mais ne pas seulement taper sur les gens qui se structurent et les gens qui s'organisent.
Alors il y a l'auto-entrepreneur qui est une manière effectivement de répondre à cette problématique. Pour Mais une ça concerne une couche. On est sur sur un segment limitée. Mais effectivement, c'est déjà louable. C'est un effort louable qu'il faut saluer. Je voudrais juste apporter un éclairage éclairage suite aux propos de Sébastien Kéran, c'est que sur l'informel, qui est une gangrène de notre économie, nous, au niveau de la CGM, nous avons lancé, donc officiellement depuis cette semaine, une étude sur l'impact de l'informel sur la compétitivité des entreprises. Donc ça sera une première dans les annales, parce qu'aujourd'hui, on va affronter ce secteur informel que tout le monde... c'est pire qu'une boîte noire, donc l'informel, parce que d'abord, personne ne peut... Enfin, c'est une boîte noire qui est ouverte. Parce voilà. que... Alors aujourd'hui, nous, on a pris assez le taureau par les ouvert. cornes au niveau de la CGM et on a lancé, donc on a choisi déjà le cabinet qui va nous accompagner sur cette étude et on va se donner 4 ou 5 mois maximum pour qu'on puisse venir avec des recommandations parce qu'aujourd'hui, on est conscient que c'est quelque chose, comme l'a rappelé Sylvie Kéran, qui plombe la PME, qui plombe la compétitivité. C'est un levier de richesse pour le Maroc. Et c'est un levier de richesse. C'est un levier de richesse, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas le voir le fait qu'ils sont en train de plomber. Non, ce sont des gens qui veulent travailler, qui veulent avancer, qui veulent manger à la fin du mois. On ne peut pas leur dire non, arrêtez de manger parce que vous n'êtes pas... Non. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on a des PME potentielles dans la nature qui aujourd'hui sont hors des radars et qui pourraient être structurées et revenir... voilà. Et tout ceci donnerait, comme le dit si bien, de la recette fiscale et donc un potentiel pour le tribunal et surtout ça permettrait de baisser la pression fiscale comme on l'a dit. Je dirais plus on serait nombreux à contribuer et moins on paierait individuellement. Donc je pense que ça c'est mécanique. Aujourd'hui, il y a eu une étude sur un journal de La Place qui parlait un peu de la pression fiscale et qui disait que le Maroc était deuxième dans le Maghreb ou dans la région MENA, je ne sais pas exactement, je n'ai pas suivi, mais bon, après la Tunisie, puisque la Tunisie était leader, pour une fois qu'il est leader sur des choses où nous on n'est un peu pas leader, c'est tant mieux, sur la fiscalité c'est tant mieux. Donc on a quelque chose qui représente 28% du PIB. Donc, ce qui n'est pas énorme sur les standards internationaux. Nous, aujourd'hui, on tourne, je pense que cette étude, sincèrement, de l'OCDE, il faut la regarder de très près. Les chiffres que nous avons, nous, on est entre 23 et 24% du PIB. Cette étude a donné 28% du PIB. Donc, il faut revoir les chiffres. De toute façon, c'est normal qu'il y ait une contribution. Chaque entreprise doit payer sa contribution. Nous n'avons pas une pression. Nous avons surtout une concentration. Le problème, c'est l'équité. Le problème, c'est l'équité. Voilà, comme il disait à juste titre, c'est Haji, c'est qu'il y a de la lumière quelque part et tout le monde s'arrête sous ce lampadaire et il essaie de prendre. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaye de mettre beaucoup de lampadaires partout pour mettre de la lumière pour qu'on puisse aller chercher l'argent là où il y en a. Il faut une fiscalité spéciale PME? Est-ce qu'il y en a une aujourd'hui? Quelles sont les incitations Il y a quelques incitations. Oui, lesquelles? Aujourd'hui, déjà, le fait d'avoir un IS, par exemple, progressif de 10%. On n'est pas progressif encore. Il n'y a pas encore. C'est-à-dire aujourd'hui, on a la proportionnalité. On a un taux de 10, un taux de 20, un taux de 30, un taux de 31. Qui est déjà mieux qu'avant, c'était 10 et 30. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, on a 10 jusqu'à 300 000 dirhams de bénéfices. Vous payez 10% sur le bénéfice. Déjà, c'est de la PME. Quand vous avez 1 million de dirhams, vous payez 20%. Quand vous avez 5 millions de dirhams, vous payez 30%. Et au-delà de 5 millions, vous payez 31%. Et les établissements financiers payent 37%. Sauf que vous payez l'impôt minimum forfaitaire. Et vous peut être équivalent. Voilà, la cotisation minimale qui est de 0,5% du chiffre d'affaires et qui peut faire très mal. Donc ça, là, on est en train de... Mais là, vous êtes en train de me parler, encore une fois, d'IS, donc d'impôt sur les sociétés, qui sont l'impôt sur le bénéfice. Donc on parle d'entreprises qui sont censées faire des bénéfices. Il y a d'autres incitations fiscales à faire avant le bénéfice, parce que le but d'une entreprise, c'est quand même faire. Pour une PME, c'est normal qu'elle ne fasse pas des bénéfices pendant un moment. Une PME nouvellement créée, elle est exonérée de la taxe provisionnelle pendant 5 ans. Elle bénéficie aussi de recruter 5 personnes jusqu'à 10 000 dirhams par personne en exonération des charges sociales et de l'impôt sur le revenu. Je dirais, on a des mesures. Il ne faut pas dire qu'on n'a rien. On a des mesures. Maintenant, il faut que ces mesures, il faut les évaluer, voir est-ce qu'elles sont suffisantes. Est-ce qu'il ne faut pas les conforter et les renforcer avec d'autres? Voir si on ne met pas à la poubelle ces mesures et qu'on met d'autres mesures. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est cet exercice qui nous manque. On a l'impression, on met une mesure, on la laisse en roue libre et on n'arrive pas à faire une évaluation de dire est-ce que j'ai fait le bon choix ou j'ai pas fait le bon choix. Il ne faut pas être complètement négatif. Il faut dire que le Maroc d'il y a 10 ans n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Il faut dire déjà et dire bravo pour les choses qui sont faites, mais nous avons besoin pour notre pays aujourd'hui, je peux être un peu plus d'agressivité et être un peu plus courageux pour aller plus loin et faire avancer les choses. Je suis certain
qu'il y a de vrais leviers de croissance qui peuvent être mis sur le marché marocain et qui pourraient générer un certain nombre au niveau de l'assiette fiscale, quelque chose de beaucoup plus important, à mon sens. Récemment, j'avais une discussion avec le dirigeant d'une PME qui s'est introduite en bourse il y a une dizaine d'années, qui faisait 100 millions de dirhams à l'époque, qui en fait 500 millions. Une grosse PME. Non, mais une PME qui fait maintenant 500 millions de dirhams. Et le monsieur me disait, je suis très content de payer mes impôts. Ah oui, tu te souviens, il nous disait ça lors du dîner il y a quelques jours. Il disait, moi je suis très heureux de faire un chèque aux impôts. Parce que si je paie les impôts, c'est que je gagne de l'argent. Et j'en suis vraiment très heureux. Et c'est vraiment le genre de raisonnement que j'aimerais voir se généraliser. C'est vrai, l'impôt est vertueux, parce que l'impôt permet effectivement d'avoir une politique. À l'État de fonctionner. Voilà. Et aussi de réduire la pression sur les autres. C'est un devoir, c'est un véritable devoir. Et en même temps, une entreprise qui déclare tout s'enrichit. Pourquoi? Parce que la valeur de l'entreprise est un multiple de son résultat. Exact. Si vous dissimulez 1 dirham aux impôts, c'est 15 dirhams de valorisation que vous perdez. C'est ça ce qu'il faut. Est-ce que les banques sont aussi, on va dire, le rendent bien aux entreprises qui sont justement transparentes? On parle des PME. C'est-à-dire que là, je vous lis un post de Farid qui nous dit: les banques marocaines ne cherchent pas à financer les projets rentables à long terme, mais surtout ceux qui vont les rembourser à court terme. Ça pose encore la question de la relation banque-PME. Là, vous disiez justement que la valorisation d'une entreprise qui paye ses impôts, on la perçoit bien. Il y a eu une catégorisation aussi qui a été mise en place par les impôts. Mais je ne sais pas combien d'entreprises ont été catégorisées. On n'a pas les chiffres. Hein. On ne sait pas catégorisées. Je ne sais pas s'il y en a une pour les PME aussi, qui leur permettrait d'avoir, vis-à-vis des banques, est-ce qu'une banque prend ça en considération? Est-ce qu'une banque va dire, ah bah tiens, cette PME, elle fait des efforts, en plus, elle est transparente, elle paye ses impôts, est-ce que ça ne devrait pas... Sûrement. Est-ce qu'au lieu de pointer ceux qui... Sur l'exercice, sur la rencontre que nous avons eue avec le GPBM, il y a eu un exposé qui a été fait par les banques. Et il y a eu une espèce de mea culpa de la banque qui dit qu'effectivement, à un moment donné, eux-mêmes n'arrivent pas... Pourquoi? Il faut savoir que les banques ont eu une croissance qui était fulgurante sur ces 10 dernières années. Quand vous voyez le nombre d'agences qui ont été ouvertes, c'est énorme. Il faut revenir, tout à l'heure, dans votre reportage, vous parlez, on a un déficit sur le capital humain. Donc les banques souffrent de la même manière que M. Boulkeiran qui a un déficit sur le capital humain, que moi sur le capital humain, que CRJ sur le capital humain. Donc forcément, ces banques souffrent aujourd'hui du capital humain. Donc forcément, c'est pas parce que je vais créer des agences que je vais avoir des gens qui vont gérer ces agences. Donc, ils l'ont avoué en disant, nous sommes en train de former des gens. Donc forcément, la PME qui va s'adresser à l'agence du coin va pas avoir un retour. Voilà. Donc on va avoir celui qui va aller à l'agence du siège ou ce qu'on appelle les centres d'affaires ou des agences qui sont spécialisées. Et donc forcément, il y a aujourd'hui... Donc, ils ne le rendent pas parce qu'ils ne sont pas outillés pour ça. La deuxième chose, ils ne le rendent pas parce qu'il n'y a aujourd'hui aucune obligation aux banquiers de vous dire oui ou non. Oui. Et pourquoi? On ne vous dit pas pourquoi. Si les banques jouaient leur jeu et que le banquier fait son travail comme il doit si bien le faire et qu'il vous dit j'ai analysé votre dossier, il n'est pas bancarisé ou voilà, et que aujourd'hui il faut que vous restructurez tout ça. Mais aujourd'hui, on vous dit non, on vous dit pas pourquoi. Non, parfois on vous dit même pas non. On vous répond même pas. Donc c'est ça, et c'est ça, je pense que aujourd'hui, il faut qu'on crée de la communication. Mais c'est pour ça que nous avons des banques, et pas des moindres, qui sont dans le programme Élite. Exact. Oui, parce qu'effectivement, il y a un dialogue de sourds entre les entreprises et les banques. Les entreprises disent, les banques ne me financent pas. Les banques disent, oui, mais les entreprises n'ont pas des fonds propres, n'ont pas des projets bancables. Pas de garantie. Voilà. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons aussi des banques dans le programme Élite qui vont accompagner les entreprises, et elles sont très très intéressées par le programme Élite. Parce qu'effectivement, elles comprennent bien qu'il y a un déficit de communication, un problème, un dialogue de sourds. Et on a besoin aussi d'une grille, de savoir quelle est la grille d'appréciation. Parce que c'est bien si on a cette grille, on peut la mettre, voilà, un espèce de scoring, et qu'on sait, nous, sur quels critères une banque juge un projet bancable ou pas. Dernier mot, Sylvain Kellen. Qu'est-ce qui a changé entre les banques d'il y a 7-8 ans avec les banques d'aujourd'hui? C'est ça qu'il faut se poser cette question. Elles gagnent beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'elles gagnaient il y a 7-8 ans. Et aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir des financements qu'il y a 7-8 ans. Il faut dire les choses. C'est pour ça qu'elles gagnent de l'argent. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. C'était la 150e de 60 minutes pour comprendre. Excellente soirée sur Médien TV, la rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route, et on se retrouve demain.